Salut Victor, Bonjour. nous allons aujourd'hui faire une vidéo qui s'appelle Acheter une passoire thermique, comment réussir son projet. 41% des ventes chaque année sont des passoires thermiques. Oui. Et donc forcément, donc ça c'est des biens qui sont classés E, F ou G au DPE. Yes. Et les gens se posent plein de questions, ça va être plus compliqué pour le prêt immobilier, il y a des aides, il y a des travaux à faire. L'idée c'est qu'on va vous donner un peu le guide pratique dans cette vidéo pour réussir son projet d'achat-rénovation, donc d'achat avec travaux. C'est notre expertise chez Achat Réno, si tu veux en parler très rapidement de ce qu'on fait. En effet, plus de 80% des projets qu'on accompagne sont des projets de gens qui achètent une maison, souvent, parfois un appartement, DPE, EFG. Ouais. Il faut intégrer les travaux dans le prêt, sinon la banque n'est pas contente. Ouais. Et donc on va évoquer tout ça. Donc j'ai ma petite trame. Ouais. Déjà, la question c'est, je vais expliquer l'achat-rénovation. Donc acheter une passoire thermique aujourd'hui, comme tu disais, c'est en fait on peut plus acheter sans faire de travaux. Il y Exactement. a la pression réglementaire, il y a les factures énergétiques, il y a l'étude des notaires sur les DPE, l'impact du DPE sur le prix de vente. Il y a plein de choses qui ont existé. Et donc maintenant, quand on achète une passoire thermique, c'est sûr qu'on va faire des travaux. Donc sur la partie financement, on a fait une Oui. vidéo dédiée sur les critères que regardent les banques lorsqu'elles octroient un prêt pour un client qui fait un achat. Qu'est-ce qui change globalement quand on achète un bien EFG au niveau de la banque? Il y a 3 points si je ne me trompe pas. Donc déjà, la question c'est, est-ce qu'il faut inclure les travaux dans le prêt ou est-ce qu'il faut les financer plus tard? En effet, la banque, quand on est en DPE, EFG, la banque va être regardante sur l'attribution du prêt. Ouais. Pourquoi ? Si on est en projet locatif, c'est évident. En fait, on tombe sous le coup de l'interdiction de la location. On ne peut pas prendre en compte les revenus futurs. 2025 pour le DPEG, c'est ça? Exactement. Et suivant pour les autres DPE. Pour les résidences principales aussi, c'est bien plus nouveau. Mais effectivement, les banques, si on est DPE et F ou G aujourd'hui, ne veulent pas prêter sans travaux. Donc, il faut absolument inclure un minimum de travaux énergétiques pour sortir de ce statut de passoire. Sur les DPE, on est à la limite, certaines banques sont regardantes, d'autres non. Ok, donc globalement ça se passe comment pour inclure les travaux? Donc il faut prévoir des travaux de rénovation énergétique strictement. Et comment on les choisit? Ça coûte à peu près combien? Comment ça se passe? Quand on n'est pas accompagné, le seul outil qu'on a à sa disposition, c'est le DPE et l'audit. Et donc, basé sur les scénarios de travaux du DPE et de l'audit, on les fait chiffrer par une entreprise et on les présente à la banque. Et donc, on a tout notre dossier d'emprunt. Et sur le projet, on va avoir, appuyé par un DPE et un audit, donc, un budget de travaux. Quand on est accompagné, on peut aller un peu plus loin que ça, choisir des travaux qui sont peut-être plus cohérents par rapport à ce qu'on a envie de faire, qui vont faire sauter 4 classes au lieu d'en faire sauter 2. Voilà. C'est beaucoup plus malléable. Ok. Et justement, acheter une passoire thermique, est-ce que ça change quelque chose en termes de budget? Parce que souvent, si j'ai bien compris, la première chose que quelqu'un va faire quand il veut acheter un bien, c'est aller voir sa banque. La banque, elle regarde les revenus, les charges, et elle va dire, bon voilà, vous pouvez emprunter 200 000. Est-ce que ça change quand on achète une passoire thermique? Oui. De toute manière, dans l'achat d'une passoire thermique, il faut donc inclure le budget de travaux dans le montant du prêt. Donc, on augmente forcément, nécessairement, le montant emprunté. Et donc, si on se rappelle des 2 critères importants, ce sont notamment le taux d'endettement. Le risque, c'est qu'en incluant les travaux dans un emprunt à 3,5, on dépasse ce fameux taux d'endettement de 35%. Donc, le budget initial que donne la banque, en fait, c'est pour acheter un bien DPED comme Monsieur Tout le Monde. Et d'ailleurs, tout le monde aimerait acheter ça et pas s'embêter. Dans la réalité, quand on va aller acheter un bien DPE EFG, on est obligé de baisser un petit peu son montant de prix d'achat et d'octroyer une place plus importante sur l'enveloppe. On est obligé d'inclure les travaux dans le financement du projet. Exactement. Après, déjà, souvent quand on achète une passoire, ça va être moins cher. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est une équation qui se met en place. C'est qu'on achète une passoire énergétique, on va pouvoir négocier à la baisse le prix d'achat. Bien sûr, on va avoir une enveloppe de travaux. Mais cette enveloppe de travaux, on peut la financer avec des financements spécialisés, éco-PTZ, PTZ, et même plus tard, les aides MaPrimeRénov'. Éco-PTZ, PTZ, c'est des prêts à taux zéro. Oui. Donc ça, ils ont plutôt tendance à augmenter ton budget. Oui, exactement. Donc, en gros, ce qui joue négativement, on va dire, dans l'équation, c'est qu'on a un budget de travaux en plus. Ce qui joue positivement en votre faveur de vous, l'acquéreur, c'est on négocie le prix à la baisse et j'ai des taux aidés, des taux à taux zéro, qui ont tendance à réduire mes intérêts, donc augmenter ma capacité d'endettement. Donc globalement, si la banque me dit je peux emprunter 200 000 euros, elle me dit ça. En fait, emprunter 200 000 euros à taux 3,5 sur 25 ans,
si on s'intéresse à acheter un bien EFG, en fait, on peut peut-être emprunter 180 000, disons, pour l'achat et une enveloppe de 70 000 pour les travaux. Ce qui fait qu'au total, ça fait 250. Exactement, 250 000 euros de capacité d'emprunt. Sur un taux moyen, du coup, qui va être plus faible parce qu'on va cumuler. Parce qu'on va faire appel à. Des taux à 3,5 et des taux à 0. Donc en fait, quand la banque nous dit 200 000, parfois c'est plus que ça parce que. Bien sûr, 200 000, c'est achat sans travaux. On ne se casse pas la tête. Achat avec travaux, on a une capacité d'emprunt qui est plus grande, quand on a un taux moyen plus faible. Par contre, on a forcément une enveloppe de travaux nécessaire. Et comment on peut faire pour savoir exactement son budget avec travaux ? C'est simple, je pense que vraiment le plus simple serait de passer par un simulateur. Et justement, à Achat Réno, c'est ce qu'on a fait. Donc qu'on soit en phase de je veux calculer mon budget d'achat, et ben on vous donne très clairement en fonction de votre situation personnelle. On compare le budget, comme on a dit, des sans travaux. Et j'achète une passoire énergétique et je réserve un budget de travaux. On compare les deux, comme ça vous avez 2 budgets. Très bien. Maintenant, globalement, imaginons on n'est pas dans la phase de budget, on a trouvé un bien, c'est une passoire thermique, on veut aller chercher un prêt. Qu'est-ce que la banque, c'est quoi les critères qu'elle va regarder tout particulièrement quand c'est un bien EFG qu'est-ce qu'il faut surveiller ? Donc, critère numéro 1, comme on a dit, le DPE. Il y a d'autres travaux aussi qui sont importants. Par exemple, est-ce que l'assainissement est aux normes ? Est-ce que la toiture, est-ce que diagnostic amiante, est-ce que c'est OK, voilà. Ensuite, vraiment dans le montage du prêt, ce qui va être important, c'est que le budget total rentre bien dans votre taux d'endettement, que l'épargne de sécurité qu'on garde entre 5 et 8 000 euros minimum d'épargne de sécurité, donc hors projet, qui reste sur vos comptes. Parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des petits travaux qu'on n'avait pas anticipés. Exactement. Une chaudière qui lâche, c'est des choses qui arrivent complètement. Des imprévus de travaux aussi, bien sûr, ça arrive. Troisième chose, je pense, c'est ce qu'on va appeler le surfinancement. Donc, c'est quoi le surfinancement ? Donc, le surfinancement, c'est que la banque vous prête sur une maison qui vaut, par exemple, prix d'achat 200 000. La banque va vous prêter plus parce que vous devez faire des travaux, va vous prêter 250. Ce que veut absolument la banque, c'est que si dans 3 ans vous vous retournez et que vous vendez ce bien, il faut que ça se vende au moins 250. Et donc, la banque veut contrôler le montant du prêt comparé à la valeur de revente potentielle du bien, une fois rénové bien sûr, et par rapport à votre apport. Ça dépend de l'apport. Exactement. Si j'ai un apport de 100 000... Et donc concrètement, la banque, si elle considère que le risque est trop important, c'est-à-dire que si vous vendez, elle ne se retombe pas sur ses pattes, elle va vous demander, monsieur, madame, est-ce que vous pouvez mettre plus d'apport, 10, 20 000 euros de plus. Donc faire gaffe au surfinancement. On m'a parlé de LTV, c'est quoi cette histoire ? C'est ça, c'est la loan to value. Donc loan, c'est montant du prêt emprunté sur la valeur, finale du bien post-travaux. Et donc ça... On peut dépasser un peu 100%. C'est ça. Alors, sur des prêts sans travaux, DPED, elle aimerait être à moins de 100%. Dans les faits, dans un prêt avec travaux, elle accepte d'être au-dessus de 100%, mais il ne faut pas dépasser 150, 180%. Impossible. Donc, donc globalement, j'achète une maison 50 000 euros, un truc qui est vraiment en mauvais état. Je ne peux pas demander 150 000 euros de travaux. Ou alors, il faut vraiment être très solide sur l'estimation de la valeur post-travaux. C'est-à-dire justification par 1-2 agences. Tous les biens similaires se sont vendus 300 000 euros une fois à l'état que sera mon bien. Voilà. Ok, très clair. D'autres choses à ajouter sur le prêt IMO ? Qu'est-ce qui change quand on achète une passoire ? Potentiellement un petit peu les délais tout de même. Faire un achat avec travaux, c'est donc, comme on l'a dit, prévoir les travaux dans le prêt. C'est donc avoir des devis et des devis d'artisans. Et ça, si on ne s'y prévoit pas, si on ne pas bien à l'avance, si on n'anticipe pas, ça peut retarder tous les délais. Parce qu'un compromis, en général, c'est 3 mois. C'est 3 mois, sauf qu'on a 2 mois pour générer une offre de prêt. Donc, à la signature du compromis, moi je conseille d'avoir déjà commencé à anticiper un peu sur quels travaux on veut faire et lancer les premiers appels à des artisans. On sait que les devis ça va durer plus de 2 mois, comment on fait ? Si on a une rénovation énorme, par exemple l'exemple des 50 000 et 150 000 euros de travaux, là il faut demander une vente longue, très probablement. Donc il faut que les vendeurs bien sûr soient d'accord. Et donc ça on peut dire on veut que le compromis soit 4 ou 5 mois, c'est négociable. C'est négociable, alors ça dépend bien sûr des zones, de l'équilibre offre-demande dans le coin.
Je parle des délais donc, et pour les devis artisans et aussi pour le délai de contrôle des prêts réglementés type PTZ. Qu'on va mobiliser le PTZ et l'éco-PTZ. Ce sont des prêts qui demandent un peu de temps à être montés, contrôlés. Donc l'offre prend plus de temps à arriver. Voilà, donc l'offre prend un peu plus de temps à arriver. Et il faut prendre ça en compte, mais c'est tout l'intérêt de passer par des spécialistes, c'est qu'on a l'habitude, mais c'est sûr que le conseiller de l'agence bancaire du coin traite juste moins de dossiers, c'est sûr. Ok. Passons maintenant sur les dispositifs de financement pour l'achat-rénovation. Ça change. Je sais qu'il y en a 3 principaux. Est-ce que tu peux me les citer? Le premier, le plus flexible, le plus intéressant pour moi, c'est le PTZ dans l'ancien. On reviendra peut-être en détail plus tard. Ensuite, toujours en prêt, il y a l'éco-PTZ qui vient financer seulement les travaux de rénovation énergétique. Et en dernier, il y a tout ce qui va être les subventions. Et là, chapitre large, on y reviendra. Ok. Le PTZ. Donc déjà, il y a PTZ dans le neuf et dans l'ancien. PTZ dans le neuf, dans l'ancien. Donc, PTZ dans l'ancien, c'est donc un prêt amortissable, donc vous remboursez le capital petit à petit. Il est complémentaire, c'est-à-dire qu'il est adossé à un autre prêt, à un prêt principal. Je peux pas faire un PTZ. On peut pas faire un PTZ dans l'ancien tout seul, taux zéro, comme ça. Que ce soit avec un prêt IMO classique. Exactement. Donc les grands critères, ce sont, il faut être dans des zones qu'on dit détendues, zones B2 et C au niveau du PTZ. Globalement, dites-vous dans vos têtes, ce sont des petites villes et la campagne. Le deuxième critère, c'est qu'il faut un minimum de travaux de 33%. Donc en gros, le montant de travaux doit être au moins égal à 33% de vos frais d'acquisition. Frais d'acquisition, ce sont le montant du bien et les frais d'agence. Montant du bien plus frais d'agence, on prend 33%. C'est le minimum de budget travaux à avoir pour débloquer le PTZ. Un exemple, j'achète une maison 100 000 euros avec frais d'agence. Disons 150 000. 150 000 avec frais d'agence, il faut minimum 50 000 euros de travaux. 50 000, donc 33%. 33% de 150. Donc, une fois que je fais au moins 50 000 euros de travaux, je débloque l'accès. On débloque une enveloppe de PTZ. Ensuite, le calcul exact du montant du PTZ, en fait, il dépend, donc, comme on a dit, de la zone de PTZ, la composition de votre ménage. Est-ce que vous êtes 1, 2, 3, 4, 5 Plus il y a d'enfants. Plus il y a d'enfants, plus vos revenus sont divisés par le nombre de parts. Et donc, vous fait gagner des tranches de PTZ et bien sûr vos revenus. Avec ces 3 choses et le montant de l'opération. Ça c'est un peu technique, mais voilà. Avec ces 4 paramètres, on peut déterminer une enveloppe de PTZ. Globalement, ça va de 40 000 euros de PTZ pour les plus petites opérations et pour les revenus les plus élevés, si je peux dire, et 120, 130 000 euros. Et ça peut d'ailleurs être boosté. Enfin, souvent les banques en ce moment. En plus de ça, en plus de ce PTZ qui est vraiment prêt réglementé, et donc en fait on a un taux zéro d'intérêt qui est payé par l'État. En plus, il y a des offres commerciales par les banques. Elles aident les primo-accédants dans leur acquisition et donc vont booster le PTZ de 20 000 euros ou alors faire une offre 30 000 euros à 1%, ça va dépendre des banques. J'ai oublié un critère. Il y a 3 vraiment critères clés dans le PTZ dans l'ancien. Donc c'est un prêt à taux zéro pour la primo-accession. Donc il faut être primo-accédant, c'est-à-dire ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les 2 dernières années. Donc concrètement, si vous êtes locataire hébergé à titre gratuit depuis plus de 2 ans, vous êtes primo-accédant. Si j'ai ma résidence principale déjà et que je veux un nouveau projet immobilier, on n'est pas éligible au PTZ dans l'ancien. Si par contre vous avez été propriétaire il y a plus de 2 ans, mais que vous ne l'êtes plus depuis 2 ans, vous êtes reconsidéré comme primo-accédant. Critère 1, primo-accession. Critère 2, la zone. Zone de PTZ, B2 et C dans les zones PTZ. Globalement, dites-vous que c'est les petites villes. Il y a une carte sur notre site internet. Il y a une carte sur notre site internet, effectivement, mais c'est globalement les petites villes et les zones rurales. Le troisième grand critère, c'est l'enveloppe de travaux par rapport... le PTZ dans l'ancien, donc il faut que le bien soit ancien, c'est-à-dire qu'il existe depuis plus de 5 ans. Et dans ce cadre-là, il faut faire un minimum d'enveloppe de travaux par rapport au montant du bien. Est-ce qu'il y a des conditions de revenus sur le PTZ ? Il y a des conditions de revenus. En fait, une fois qu'on est éligible, on va dire, au PTZ, on coche les cases du PTZ, on va déterminer le montant de ce PTZ. Et globalement, c'est quand même réservé à des ménages, je dirais, moyens, aux revenus moyens, moyens légèrement supérieurs et
moyens inférieurs Ouais. et les plus inférieurs. Si on achète, en général, si on achète, on est primo-accédant et qu'on achète dans une zone détendue, en général, on est éligible. Enfin, c'est rare d'avoir des gens qui ont des revenus trop C'est élevés. rare, c'est rare. Si vous êtes un citadin qui gagnait très bien votre vie depuis 2 ans Ouais. et que vous achetez en campagne, vous serez peut-être pas éligible. Ouais. Mais hormis ça, oui, je Ok. pense que vous êtes éligible. Le deuxième, c'est l'éco-PTZ. Éco-PTZ, qui Donc, vient... Ça fonctionne comment? L'éco-PTZ, c'est un prêt à taux zéro qui vient financer uniquement les travaux de rénovation énergétique. Il y a plusieurs Je ne peux pas types. faire de cuisine, je ne peux pas financer ma cuisine avec ça. Non, pas de cuisine, pas de carrelage, vraiment travaux de rénovation énergétique. Ok. Euh, Donc ça, c'est isolation, système de chauffage, menuiserie, Donc c'est tous les postes d'isolation, combles, plancher bas, menuiserie, mur. mur, ventilation, système de chauffage, ballon d'eau chaude. Ouais, ok. Euh, Il y a même un éco-PTZ pour l'assainissement, je crois. Il y a un éco-PTZ séparé pour l'assainissement, effectivement. L'éco-PTZ le plus intéressant, c'est l'éco-PTZ qui s'appelle Performance Globale. Et on a le droit jusqu'à 50 000 euros à taux zéro, amortissable sur 20 ans. Vous pouvez le prendre en plus de votre prêt immobilier ou intégrer dans le prêt immobilier de base. Ouais. Là, question d'éligibilité, tous les revenus sont éligibles. Je peux être À l'éco-PTZ. super riche, j'ai On le peut droit être à très l'éco. riche et très pauvre. Tant qu'on a une capacité d'endettement, tant qu'on peut emprunter et rembourser ce prêt, Ouais. on est éligible Ok. à l'éco-PTZ. Donc ça aussi, c'est à taux zéro, il n'y a pas d'intérêt. Taux zéro, pas d'intérêt, c'est payé par l'État. Et il y a des conditions. Est-ce que ouais, sur les travaux, est-ce que je peux faire n'importe quel, enfin les travaux Donc, de les rénovation? travaux, donc on ne peut pas faire n'importe quel type de travaux. On parle vraiment de travaux de rénovation énergétique qu'on vient de citer juste avant, réalisés par des entreprises labellisées RGE. RGE, reconnues garant de l'environnement. Ouais. Troisième condition, c'est vraiment, il faut que les travaux de rénovation énergétique qu'on mette en place fassent gagner au logement 2 lettres de DPE. Ouais. Donc par Si exemple, je suis en F, il faut que j'arrive en D. en D, exactement. Donc 2 lettres de DPE et il faut qu'ils contiennent 2 gestes d'isolation. Ouais. Gestes d'isolation, je répète, plancher haut, plancher bas, menuiserie, fenêtre, ouverture, quoi, et les murs. Ok. Au moins 2 parmi ces 4. Je retiens 2-2, il faut faire 2 sauts de classe et 2 gestes d'isolation. C'est ça. Ok. Ma prime rénov. Ma prime On rénov. entend beaucoup de choses là-dessus. Subvention ou ma prime rénov? La subvention ma prime rénov, comment ça se passe? Donc ma prime rénov, déjà il y a 2 parcours. Ouais. Il faut garder en tête qu'il y a 2 parcours. Le parcours par geste, ma prime rénov par geste, et ma prime rénov parcours accompagné. Ouais. Ce qui a fait beaucoup parler récemment, c'est... Le deuxième, ma prime rénov parcours accompagné, a fait beaucoup parler récemment. Globalement, il faut garder en tête qu'il y a de l'incertitude sur ces subventions, c'est sûr, notamment pour l'année 2026. De toute façon, on parle aujourd'hui en octobre 2025. Probablement que nos auditeurs vont faire un projet plutôt en 2026, seront propriétaires plutôt en 2026. Donc projetons-nous dans le monde de 2026. Ce qu'on peut dire avec quasi-certitude, c'est que les ménages modestes, les plus modestes et très modestes, et donc ça aussi vous avez l'information via notre simulateur, seront toujours éligibles à un montant de subvention. Ouais. C'est quasiment certain. Un montant de subvention qui peut être aujourd'hui, aux dates d'aujourd'hui, c'est on va dire entre 12 000 euros pour un projet qui n'est pas très ambitieux à 36 000. 32, il me semble. 32 000 pour un projet plus ambitieux. Ouais. Ça, c'est... On va voir les conditions Donc exactes. ça, c'est vraiment une subvention, c'est-à-dire que c'est pas un prêt, on touche l'argent. Exactement. C'est pour ça que généralement, dans notre accompagnement, on conseille vraiment de le faire... c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. En fait, de toute manière, la banque ne peut pas prendre en compte, au vu des incertitudes, ne prendra jamais en compte ces 30 000 euros qui vont peut-être tomber dans le plan de financement. Donc, si j'ai 80 000 euros de travaux et que j'ai 30 000 euros de subvention, je peux pas dire à la banque je ne veux emprunter que 50 000. Je vais quand même emprunter 80 000. Non. Ou alors vous pouvez dire je n'emprunte que 50 000, mais il faut déclarer moins de travaux. Exactement. Ouais. Okay. Exactement. Donc c'est la cerise sur le gâteau. Donc globalement, dans nos accompagnements, on conseille à ce que l'ensemble des travaux, ou alors la quasi-entièreté des travaux, soit subventionnables, enfin soit réalisables juste avec le prêt immobilier plus PTZ plus éco-PTZ à voir, et que la subvention se fasse dans un deuxième temps, une fois qu'on est propriétaire.
je me mets à faire ces dossiers de subvention. Là aussi, il y a besoin d'artisans RGE, hein, c'est ça? Oui, obligatoire. Ok. Tout comme l'éco-PTZ, artisan RGE obligatoire. Donc sur les 3 dispositifs, le PTZ, pas PTZ, besoin- c'est pour ça que je dis que c'est vraiment le plus souple. Le PTZ, il est souple. Et au niveau des critères de travaux nécessaires pour le débloquer, il suffit d'un montant minimal de travaux et un DPED post-travaux Ouais. qui est quand même facilement atteignable. Et derrière, on a une super souplesse entre je veux faire appel à des artisans pour certains postes. Ils n'ont pas besoin d'être RGE d'ailleurs. Ouais. Et Je d'autres, peux faire les travaux moi-même. vous pouvez faire les travaux vous-même et faire passer les factures d'isolant dans l'enveloppe. Donc c'est pour ça qu'il est super souple, super malléable. C'est top. Ok. L'éco-PTZ, artisan RGE, un peu plus de contraintes au niveau des sauts de classe et des gestes d'isolation. Vous ne pouvez pas faire les travaux vous-même. Subvention MaPrimeRénov', pareil. En gros, même condition. Garde en tête que les conditions de MaPrimeRénov' sont les mêmes que l'éco-PTZ. Ok. Vis-à-vis de la banque, je demande un prêt immobilier, je dis Mm. que je vais faire des travaux. Est-ce que je dois les faire vraiment tout de suite, ou est-ce que je peux les faire plus tard? Globalement, on peut attendre. Je vais prendre l'exemple du PTZ. Quand on fait, une fois qu'on a l'accord de crédit et qu'on est propriétaire, on a jusqu'à 2 ans pour réaliser ces travaux. On peut en faire un petit peu tous les trimestres. Si au final on fait pas les travaux, si on ne fait pas les travaux et qu'on ne respecte pas les conditions du PTZ, on a une remise en cause du PTZ du PTZ, c'est-à-dire que tout votre montant à taux zéro, en fait, va devenir à taux du moment, c'est-à-dire 3,4, 3,5. Ah ouais. Et la banque peut se retourner contre vous et va se retourner contre vous. Ok. Et vous Donc c'est demandez... engageant quand même. On va passer à la section 2, donc c'est les travaux précisément. Comment réussir ces travaux? Là, on va passer vraiment sur un point de vue un peu plus technique au niveau des travaux. J'ai quelques questions. Déjà, quand on visite une passoire thermique, on voit un bien EFG, on a le DPE, on a l'audit. Mais c'est quoi vraiment les travaux qui sont les plus prioritaires en général? Je pense à une maison. On peut faire l'exemple d'une maison et l'exemple d'un appartement. C'est quoi les travaux les plus importants qu'il faut avoir en tête quand on achète ce bien-là? Ouais, tu as donné une partie de la réponse. En fait, ça dépend quand même vachement de votre logement et de l'état initial. Mais disons que pour fixer les idées, sur une maison qui est vraiment pas isolée, la plupart des déperditions se feront sur les surfaces, donc notamment le toit, donc le plafond et les murs. Ouais. Ça, Autrement dit, isolation. Donc ça, c'est prioritaire. Autrement dit, isolation. Toujours sur l'exemple de la maison, au-delà de l'isolation, on va regarder le système de chauffage. Ouais. Et là, il y a des systèmes de chauffage qui sont vachement pénalisés. On pense bien sûr au fuel, qui est tout à fait pénalisé. Et sont pénalisés également les radiateurs électriques type qu'on a chez nous, qu'on avait chez nous il y a 20 ans. Quoi. Ouais. Ça, c'est pénalisé également. Okay. Sur un appartement, la situation est différente. Comme nos murs donnent globalement sur d'autres appartements qui sont chauffés, parfois les principaux postes de déperdition vont être les menuiseries et la ventilation. Ouais. Donc voilà. Sauf que parfois on n'a pas forcément le droit, ça va dépendre un peu, on est plus limité sur un appartement. C'est ça, sur un appartement globalement c'est vraiment du cas par cas, ça va dépendre de l'appartement. La maison pareil, globalement des maisons où on a les combles qui sont isolés, on va avoir un DPE qui va être moins mauvais. Voilà. Ouais. Mais il restera, et là c'est quasiment certain que l'entièreté des déperditions seront par les murs et par les planchers bas. Vu que c'est du cas par cas, qu'est-ce qui est utile pour... Ce qui est super utile pour comprendre ce qu'on a devant soi, c'est de regarder le DPE ou l'audit. Notamment le schéma de déperdition. C'est ça, il y a un page 2 ou 3, il y a une petite maison avec des flèches qui partent et qui représentent sur 100% des déperditions où est-ce qu'elles sont. Ouais. Si on a 4% sur le plancher haut, ça ne sert à rien d'aller faire une isolation des planchers hauts. Il faut se concentrer sur où est-ce qu'il y a un 30, 35%, 40%. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. Ça, c'est sur les déperditions. Et j'ai dit, il y a toujours déperdition et système de chauffage. Qu'est-ce qu'on met en face pour chauffer ce bien? Et si c'est des énergies fossiles, donc surtout le fuel, on va être vraiment pénalisé. Et si je veux chiffrer mes travaux, c'est quoi les bonnes méthodes pour estimer le montant des travaux quand on veut faire une offre, mais on se dit, je ne sais pas si j'en ai pour 30 000 ou 80 000 euros? Il y a quelque chose que font souvent nos clients et les acquéreurs, c'est regarder le chiffrage de l'audit, qui peut donner une ordre d'idée, mais globalement, je dirais qu'il ne faut pas trop s'y fier. Les prix ont tendance à être assez bas comparé à la réalité. Pour se donner une bonne idée, on a mis en place un simulateur seulement de travaux. Donc globalement, on peut retrouver
les informations de son audit sur Internet. C'est super simple. Et donc, on peut jouer avec quels travaux on veut faire. Et on a une idée super claire avec des prix plus réalistes de une isolation par extérieur, combien ça coûte, combien j'ai. Et automatiquement, ça va faire le calcul. Monsieur Durand, vous avez une maison qui a 130 mètres carrés de murs déperditifs. Il faut les isoler par extérieur. Ça coûte tant. Voilà. Et donc, il y a une idée super claire en 5 minutes de combien ça peut coûter. Ok, donc ça, c'est simulateur. Est-ce que ça suffit pour aller voir une banque Non, malheureusement. Je dirais que ce simulateur, il va servir au moment de faire l'offre, en fait. C'est de se dire, cette maison, je veux en faire quelque chose, je veux l'emmener en DPEC. En fait, j'en ai pour combien ? Est-ce que j'en ai pour 30 000 ou 70 000 ? Donc, ça permet de faire son budget, de négocier le bien. De faire l'offre au bon prix. De faire l'offre au bon prix, de regarder si on peut se permettre d'acheter ça. Okay. Une fois qu'on a signé le compromis, que les dés sont jetés et qu'on a trouvé le financement, pour la banque, il faudra vraiment produire une pièce officielle de type DPE projeté ou audit. DPE projeté ou audit et des devis travaux. Pour être sûr du prix, il faut qui avoir correspondent. Des devis, pas photo. Donc si l'audit dit pour passer en DPEC, vous devez isoler les murs par l'intérieur et refaire l'isolation des rampants, donc de la toiture par l'intérieur, il faut un devis d'entreprise qui stipule isolation par l'intérieur et rampant. Ça va vous coûter 45 000 €. Les banquiers, c'est pas des experts là-dessus. Eux, ils ont juste envie de voir un devis et un DPE ou un audit qui collent. Il faut que ce soit les mêmes. Exactement. Et de toute façon, probablement même le banquier en face de vous ne contrôle même pas ça. En fait, il demande ses pièces et ensuite c'est envoyé à l'organisme de contrôle qui est derrière en back-office et qui, eux, sont plus à même de contrôler vraiment ces pièces. Ok. Mais ça, globalement, quand vous passez par Achat Réno, ça, on le fait pour vous, on prépare tout. On met tout en place pour que dès le premier envoi, ça passe tous les filtres et qu'il n'y ait pas de souci. Ok. Une question que beaucoup de gens se posent, c'est comment trouver des artisans de confiance ? Parce qu'il y a de tas d'histoires d'artisans où ça s'est mal passé. Comment on fait pour trouver ces bons artisans ? Question épineuse. Non, honnêtement, il n'y a pas de malheureusement, je suis désolé, il n'y a pas de solution magique. Même des artisans qui travaillent super bien depuis 5 ans sur un chantier, ça peut mal se passer. Donc déjà, faut accepter qu'il y a une part d'incertitude sur la qualité du rendu, sur les délais du rendu, sur le prix du rendu. Voilà. Okay. À partir de là, maintenant, il y a quand même des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques. L'idée, je pense, c'est déjà de faire des devis par plusieurs artisans, rien que pour pouvoir contrôler le sérieux, la vitesse d'exécution, la relation commerciale, les prix, par exemple. Mais il ne faut pas juger que sur le prix. C'est ça aussi le petit piège. Ça dépend un peu de RGE, non RGE. Alors, oui, en effet, des artisans qui sont labellisés RGE ont tendance à être un petit peu plus chers en moyenne. C'est pas une vérité générale, mais c'est un peu le cas. Je disais, il ne faut pas faire seulement attention au prix, parce que justement, le prix, c'est un peu ce qui a mené en bateau certains propriétaires avec des isolations ou des pompes à chaleur à 1 €. Et au final, on se retrouve avec une isolation qui est mal fichue, une pompe à chaleur qui est mal raccordée. C'est l'enfer. Il n'y a pas que le prix, c'est à prestation égale. Ok, on a tendance à prendre le moins cher, mais il faut bien comparer ce qui est comparable. Concrètement, nous, à Achat Réno, on s'appuie sur un réseau d'artisans et d'entreprises qu'on développe en continu. Donc, sur pas mal de grandes villes, on peut vous donner accès à des artisans, à notre réseau, si vous avez besoin. En revanche, dans des villes plus rurales, ce sera à vous de mobiliser des artisans et de faire appel à plusieurs. On peut passer par des courtiers en travaux. Il y a courtier travaux, il y a ensemblier, il y a entreprise générale, le petit artisan du coin. C'est quoi qui est le plus intéressant ? Ça va dépendre, j'imagine. Ça dépend. Je dirais que l'avantage de l'entreprise générale, c'est qu'il peut gérer tous les corps d'État. Vous avez, entre guillemets, un seul interlocuteur. Ils sont censés, au sein de l'entreprise, de mieux se coordonner entre postes de travaux. Le plaquiste parle à l'électricien qui parle à celui qui fait les menuiseries. Oui. Bon. Souvent, il y a un installateur. Moi, j'installe les pompes à chaleur. Tout ce qui est isolation, je ne sais pas faire. Exactement. Le désavantage de prendre plusieurs artisans, c'est que ça ne se parle pas. Et donc, au final, on a tendance à piocher dans le moins cher et de faire un assemblage de devis les moins chers. Dans les faits, au niveau de la réalisation, ça peut pêcher. Et c'est là où, notamment, le MAR peut être pertinent, mon accompagnateur rénov', qui peut aider un peu à s'assurer que les travaux sont bien réfléchis. Alors, oui, le MAR aide
dans la phase de design et de choix des travaux en fonction de, ce que vous voulez, vous, et 2, ce qui est possible de réaliser techniquement. Il est force de conseil là-dessus. En revanche, sur proposer des entreprises de travaux, c'est vraiment hors de ces... Ouais, il n'est pas censé le faire. C'est interdit pour un MAR, mon accompagnateur Rénov, de proposer une entreprise de travaux. Il peut vous conseiller. Enfin, il me semble qu'il peut proposer, mais il n'a pas le droit d'imposer. Même conseiller, je dirais qu'il faut au moins qu'il donne accès à un panel, panel d'entreprises. Ouais. Mais mon accompagnateur Rénov, au cours du chantier, ne pourra jamais et ne pourra pas vous conseiller sur de la mise en œuvre. Et par exemple, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est un peu louche, vous ne pouvez pas faire appel au MAR. Vous pouvez faire appel, mais il ne répondra pas. C'est pas son rôle. Ce rôle-là que vous cherchez s'appelle le rôle de maître d'œuvre. Et ça a un coût parce qu'il faut des assurances. Et voilà, ça coûte 10% du montant des travaux. Ouais. C'est super, un maître d'œuvre. Moi, je conseille à tous ceux qui font plus de 70 000 euros de travaux de faire appel à un maître d'œuvre. Il faut être prêt à mettre les 10%, 15% en plus. Ouais. Très bien. On va passer sur le format un peu pop quiz. Quelques petites questions rapides que se posent les clients. Faire des travaux directement ou attendre plus tard? Qu'est-ce que tu en penses? Quand on fait un achat, je dirais directement. Ouais. Pour une raison simple, on n'est pas encore dans le bien. On va potentiellement faire des petits travaux à l'intérieur. On fait tout directement. Ok. RGE ou non RGE? Si je suis en PTZ primo-accession, je me pose la question. Mais sinon, éco-PTZ et ma prime rénov, j'y vais en RGE. Surtout si je suis un ménage, comme on l'a dit, entre modeste et très modeste. Si je suis intermédiaire et supérieur, il y a un peu moins de dispositifs, donc potentiellement... C'est ça, intermédiaire et supérieur, il n'y a que l'éco-PTZ. Ça fait quand même économiser 20 000 euros en coût de crédit. De l'autre côté, des artisans RGE un peu plus chers, un peu moins disponibles. L'équation se pose. Ok. Faire les travaux soi-même ou les faire faire? J'ai envie de dire, ça dépend de vos compétences. Je dirais que sur des postes de rénovation énergétique, moi je ferais faire par des entreprises avec les dispositifs aidés. C'est vraiment, ça vaut le coup. Ouais. Et je pense pas qu'il faille se lancer dans de l'isolation de rampants, des changements de menuiserie et de l'installation de pompe à chaleur tout seul, vraiment. Ouais. S'il y a des travaux à faire soi-même, c'est peut-être plutôt tout ce qui est peinture. Tout ce qui est finition, oui. Et électricité, il y a pas mal de gens qui savent gérer les finitions. Gros poste de travaux, non. Et la question un peu fatidique, ça vaut le coup d'acheter une passoire thermique? Oui, à 100%. Non, oui, on est convaincu à Achat Réno que c'est vraiment une bonne affaire. Ça redonne du pouvoir d'achat immobilier. Ça permet d'acheter plus, d'acheter la maison qu'on n'aurait pas pu s'acheter. Ouais. Ça ne vient pas qu'avec des avantages. Il y a bien sûr une enveloppe travaux à prévoir et il faut pouvoir la financer. Mais en face, on a la décote, des prêts à taux zéro, des subventions. Et on a l'occasion d'être dans une maison de ses rêves, entièrement rénovée, saine pour les enfants au niveau de la qualité de l'air, économe en énergie, des factures. On passe d'une maison à 3-4 000 euros de facture annuelle à 800. Si c'est bien fait, c'est moins de 800 euros par an. Ouais. Et ça, on a du mal à se... Parce que c'est vrai que quand on achète une maison, souvent on reste propriétaire, il me semble qu'en moyenne en France, c'est 7 ans. Oui. Donc ça se cumule tout ça, ces économies d'énergie. Bien sûr. Ouais. Et les factures d'énergie qui sont les 4 000 euros à la fin de l'année, ça pèse sur le budget. Là, on investit grâce à ce prêt immobilier, à cet éco-PTZ, on investit et on n'est que gagnant. Et comment on fait pour savoir concrètement, demain, j'ai une maison devant moi, elle est à 150 000 euros, elle est classée G. Comment je sais si ça vaut le coup pour moi? Est-ce qu'il y a une méthode pour faire un calcul pour se dire, en fait, ce sera rentable pour moi seulement si je fais neuf à tel prix? Comment je fais pour savoir tout ça? Les deux choses que je ferais directement, c'est faire une simulation de travaux sur le site Achat Réno pour savoir quel montant de travaux, j'en ai. Ouais. Je regarderai les dernières ventes dans les alentours sur des biens similaires pour savoir un bien rénové, combien il se vendrait. Okay. À partir de ça, si je ne peux pas me permettre de tout emprunter, et donc là, il faut peut-être faire appel à un professionnel du crédit comme nous, comme Achat Réno, pour savoir si ça rentre dans nos cordes ou pas, et je baisserai le prix en fonction. Avec ces 3 éléments, combien ça coûte, combien la maison se revend, est-ce que je peux me le permettre en termes de mensualité, de taux d'endettement, je jouerai sur l'offre que je vais faire. Idéalement,
Si jamais demain je vends le bien, je sais que je pourrais le vendre 200 000 euros une fois rénové. J'en ai pour 50 000 euros de travaux. Bon, bah, je sais qu'il faut que j'achète au plus cher à 150 000 euros. C'est ça l'idée. Oui. Et après, évidemment, il y a aussi tous les subventions, les prêts à taux zéro. C'est ça, on va dire que l'effort que vous demandez aux vendeurs, si vous êtes mis en concurrence, il faut quand même qu'il soit partagé. Oui. Est-ce qu'on peut demander 150, une décote de 50 000 ? C'est pas sûr, mais peut-être qu'on peut faire moite-moite. On accepte de faire 175. Ouais. Voilà. Et les 25 autres 1000, c'est votre effort personnel, qui seront de toute manière vachement amenuisés par ces taux zéro et subventions. Subventions et les économies d'énergie dans le temps. Économie d'énergie, bien sûr, confort, voilà. Ok. Eh ben, merci Victor pour ces quelques questions. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez un projet, vous, clairement, d'achat avec travaux, contactez-nous. On sera ravis de vous accompagner. Tout à fait. Donc, c'est acharano.fr et à bientôt. À bientôt.